vous m'avez demandé de parler du traitement, enfin des traitements des occlusions chroniques et surtout des indications. Et comme on parlait d'innovation, donc je me suis permis de focaliser donc cet exposé sur l'angioplastie. Alors, les CTO, comme vous savez, ce sont des occlusions coronaires TIMI 0, donc il n'y a pas de flux antérograde, et qui datent de plus de 3 mois. Et jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, on les regardait pas en fait en tant que cardiologue interventionnel, ou alors on les confiait aux chirurgiens quand il y avait une atteinte de l'IVA ou des atteintes multitronculaires. Et en fait, maintenant qu'on s'y intéresse, on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement fréquentes. Chez le coronarien stenté, c'est 15 à 20% de prévalence, les CTO. Et on sait, elles sont associées à un mauvais pronostic. Et elles sont, aux États-Unis, en Europe, très sous-traitées. C'est 10 à 15% d'angioplastie de ces lésions. Contrairement au Japon, où culturellement, eh bien, ils se sont intéressés à l'angioplastie de CTO. Et plus de 60% des lésions de CTO sont traitées par angioplastie au Japon. Alors, une des raisons initiales pour dire qu'il ne fallait pas faire d'angioplastie CTO, c'était le taux de succès qui était très bas. Et maintenant, avec l'évolution du matériel, donc des microcathéters performants, des guides performants, des techniques d'angioplastie complexes par abord rétrograde ou par dissection réentrée, et aussi avec l'apport d'opérateurs très expérimentés, eh bien, on a fait énormément de progrès. Et c'est vrai que dans des mains expertes, l'angioplastie CTO, c'est 85-90% de succès, avec un taux de complication qui est en baisse, qui reste quand même supérieur à l'angioplastie conventionnelle, parce que ce sont des procédures qui sont assez longues. Alors, les recommandations, elles sont peu détaillées en ce qui concerne l'angioplastie CTO, mais finalement, elles sont assez en faveur. Bon, ce n'est pas un niveau de recommandation très fort, parce que c'est du 2A, que ce soit pour les recommandations européennes ou américaines. Et vous voyez, notamment pour les recommandations américaines, ils disent angioplastie CTO est raisonnable si elle est faite par un opérateur avec l'expertise appropriée, pour une situation clinique appropriée et pour une anatomie qui se prête bien à l'angioplastie CTO. Donc c'est finalement assez large et c'est plutôt en faveur de cette technique. Alors, on a beaucoup de données de registres observationnels qui ont comparé l'angioplastie CTO au traitement médical. Et en bref, rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est clairement bénéfique pour les patients en ce qui concerne la qualité de vie et les symptômes. C'est également bénéfique pour augmenter le taux de revascularisation complète qui est bien sûr associé à un meilleur pronostic. Après, en ce qui concerne la fonction ventriculaire gauche, les données sont plutôt discordantes. Il y a la première étude randomisée qui montre que pour les occlusions de l'IVA, il y aurait un bénéfice. Et pour la survie et les événements durs, tels que l'infarctus, le réinfarctus, eh bien, les données de registre sont plutôt en faveur. Et on a la première étude randomisée qui elle, est neutre sur son critère primaire du jugement, mais qui a quelques biais. Et finalement, globalement, le bénéfice de l'angioplastie CTO semble se dégager par rapport au traitement médical. Donc, on a effectivement donc un taux de succès qui a augmenté, des taux de complications qui sont en baisse et des données cliniques qui semblent aller en faveur de l'angioplastie CTO. Et donc, cet algorithme a été développé par le groupe EuroCTO, des experts en CTO, et pour déterminer l'indication de revascularisation sur 3 critères, les symptômes, la présence d'une viabilité et l'étendue de l'ischémie. Et en pratique, le point important, c'est première chose, c'est s'assurer d'avoir une viabilité avant de tenter une CTO. Ça paraît un peu bête à dire comme ça, mais c'est vrai que s'il n'y a pas de viabilité, il ne faut pas prendre de risques sur des procédures qui sont très complexes. La situation simple, c'est la situation où le patient est symptomatique et où il n'a pas de trouble d'akinésie à l'échographie. Là, il peut s'affranchir des tests de recherche d'ischémie, on peut lui proposer une angioplastie. Et dans le cas où le patient n'est pas symptomatique, eh bien, une recherche d'ischémie doit être effectuée. Et cette recherche d'ischémie, elle doit s'attacher disons que les indications sont portées lorsque l'ischémie est relativement large. Parce que ça a été démontré dans l'angor stable
la taille de l'ischémie est corrélée au pronostic, et l'angioplastie fait mieux que le traitement médical pour réduire l'ischémie. Mais en cas d'ischémie peu importante, eh bien, l'angioplastie dans les CTO, dans les petites études, paraît délétère. Donc il faut s'attacher à avoir une ischémie au moins supérieure à 12,5% pour pouvoir proposer une angioplastie. Alors, une autre raison initialement pour dire que l'angioplastie de CTO n'était pas vraiment indiquée, c'était de dire que ces occlusions chroniques, elles sont toutes collatéralisées. Et donc finalement, la nature a bien fait ces choses, et finalement, le myocarde n'est pas ischémique puisqu'il y a toutes ces collatérales. En fait, en pratique, il y a plusieurs études qui ont fait des analyses de FFR, donc d'analyse de pression sur ces vaisseaux occlus, qui montrent toutes que 100% des territoires vascularisés par une occlusion chronique sont ischémiques, et quelle que soit la taille des collatérales. Et donc, sur ces bases physiopathologiques, on peut même se poser la question de proposer des angioplasties de CTO pour des patients qui sont viables et pour lesquels on n'a pas démontré d'ischémie par les tests non invasifs, sur le plan physiopathologique en tout cas. Alors, un autre élément à prendre en compte pour décider d'une angioplastie de CTO, c'est bien sûr la complexité anatomique. Et pour ça, il a été développé un score de risque par les Japonais, qui s'appelle le JCTO score, qui, avec 5 items simples, permet d'avoir une idée du succès de l'angioplastie CTO. Donc c'est le caractère émoussé, pas très clair de la cape proximale, la longueur de la lésion, les calcifications dans la lésion, l'angulation de la lésion, et le fait ou non qu'on ait eu déjà un échec d'angioplastie. Et c'est clair qu'on ne va pas attaquer une procédure de la même manière si c'est le patient du haut qui a un JCTO à 0 ou un patient avec une occlusion très complexe pour lequel le bénéfice attendu devra être bien supérieur pour pouvoir tenter l'angioplastie. Alors, une autre population de patients qui bénéficient de l'angioplastie CTO, c'est les patients pontés. Ils sont déjà pontés, on ne va pas les reponter. Soit ils ont plus de conduit artériel pour pouvoir les ponter, soit ils sont à très haut risque. Et donc on peut tenter les angioplasties de CTO. Ici, c'est un patient de 60 ans qui a été ponté antérieurement sur l'IVA. Il ne lui reste plus que le pont sur l'IVA. Il a une double occlusion coronaire droite et circonflexe. Et il est extrêmement symptomatique. Il vient pour des hospitalisations itératives, pour des syndromes coronaires aigus avec élévation de la troponine. Et on a réalisé, grâce à l'aide de Nicolas Boudou, qui est un expert de Toulouse, une angioplastie par voie rétrograde et dissection réentrée, et pu reconstruire sa coronaire droite avec un résultat qui est somme toute correct. Et surtout sur le plan clinique, le patient est transformé, il n'est plus symptomatique. Alors, pour décider entre traitement médical, angioplastie, pontage, pendant de longues années, on n'avait que le pontage à proposer, et c'est toujours le traitement de référence quand il y a des occlusions de l'IVA proximale ou lorsque l'occlusion coronaire est associée à une atteinte multitronculaire avec des syntax scores élevés. Mais en l'absence de cette situation anatomique, une occlusion chronique de droite ou de circonflexe se prête très bien à une angioplastie CTO, et également pour les patients qui ont un surrisque chirurgical ou des comorbidités importantes, la CTO est également probablement une bonne indication. Alors, pour conclure, donc l'angioplastie CTO, elle ne fait pas sa révolution, mais elle est en pleine évolution. Il y a un engouement très important de la communauté de cardiologie interventionnelle, et des indications fleurissent dans les centres. Elles doivent tenir compte donc de la présence d'une viabilité, de l'étendue de l'ischémie, de la complexité technique, des comorbidités des patients et bien sûr des autres alternatives thérapeutiques, dont le pontage pour les patients multitronculaires ou ayant une lésion de l'IVA. Je vous remercie. Merci beaucoup Olivier. Question pour Olivier Barthélémy. Qu'est-ce que ça représente comme volume ici, les CTO Ça ne représente pas un volume énorme, c'est de l'ordre de 2-3% des angioplasties. 2-3%. Mais sur les centres qui ont une grande expertise, ça peut être 10% de leur activité. Il y a des opérateurs qui font 150 CTO par an, ou 200 même. Richard ?
Peut-être j'ai raté quelque chose, mais du coup, il y a eu une amélioration du matériel plus facilement. Alors il y a beaucoup de matériaux effectivement dédiés au CTO, des microcathéters qui permettent de passer dans les collatérales septales, des guides qui sont très performants, qui permettent de transmettre le mouvement en 1 pour 1. Le mouvement qu'on fait à l'extérieur du malade est transmis en 1 pour 1 dans le malade, ce qui permet de diriger le matériel. On utilise des lassos, on utilise énormément de matériaux. Donc, d'ailleurs, on a une armoire dédiée CTO qu'on déplace dans le cath lab avec tout le matériel nécessaire et vraiment ça, c'est déterminant dans le succès des procédures, très clairement. Ça coûte un peu plus cher, ouais, tout à fait. Ouais. C'est quoi la proportion des obstructions rétrogrades ? Alors, ça dépend des centres, mais par exemple dans Décision CTO, qui est l'étude randomisée coréenne, c'est 1/4 de rétrograde quand même. Ici, grâce à nos proctors, donc Nicolas Boudou et Simon Eladad, on a fait 17% de CTO rétrograde là, sur un an. Ouais. C'est pas mal. Oui, Françoise ? Et est-ce que tu penses que si tout se prête techniquement, il faut vous adresser ces patients même s'ils sont asymptomatiques ? C'est tout le débat, c'est-à-dire que sur le plan physiopathologique, le fait d'avoir une occlusion, les collatérales ne sont pas suffisantes pour vasculariser de façon optimale le muscle à l'effort notamment. Donc théoriquement, en théorie, on devrait pouvoir proposer, si le muscle est viable, une CTO. Voilà, c'est quand même peut-être mieux d'avoir une preuve d'ischémie large. Il y a un autre cas de figure qui se présente aussi, c'est des patients chez qui il reste plus qu'un seul vaisseau perméable et qui ont une occlusion chronique par ailleurs. Et chez les patients qui sont très évolutifs, le fait d'ouvrir un autre vaisseau, ça peut être une aide avec l'apparition d'une collatéralité en cas d'obstruction du dernier vaisseau sain. Mais ton conseil, Olivier, c'est de chercher la viabilité ou de chercher l'ischémie chez un patient qui se plaint de rien ? Qui se plaint de rien, de toute façon, je pense que les tests font les deux, c'est-à-dire l'IRM cardiaque de stress, elle cherche la viabilité et le stress. La scintigraphie, pareil, je pense qu'en écho, on est capable de le faire aussi en écho de stress. Alors là, c'est pas nécessaire. Ah oui, peut-être qu'elle est forte, la ischémie que tu vois pas et que tu ne plains pas. Oui, elle est forte. Une écho de repos, ça apporte des renseignements. Une scintigraphie de repos aussi. Sur la viabilité, ça suffit. Une IRM simplex aussi. Mais est-ce qu'il faut faire un examen de stress pour aller chercher l'ischémie ou est-ce que ça te suffit de dire c'est viable, quoi, hein ? Non, de toute façon, en fait, ce qu'il faut dire déjà, c'est que je vais passer vite sur le rationnel initial, mais quand même, pour l'instant, les preuves cliniques sont là, mais il nous manque une étude robuste avec un large effectif, un suivi très long, pour dire. Alors après, c'est difficile d'avoir un avis très tranché sur viabilité ischémie. Je pense qu'on est plus confortable si on a une large ischémie sur un test d'ischémie chez un patient non symptomatique, très clairement. Très bien. Autre question ? Oui. Je pense que si la fraction d'éjection est normale, il faut faire un stress test, que ce soit IRM de stress, que ce soit écho de stress d'effort, ou que ce soit alors, si par contre la fraction d'éjection est basse, et si on veut évaluer un territoire infarctique, là on recherche la viabilité. Oui, c'est ce que je disais sur la diapo précédente là. Mais c'est vrai qu'en l'absence d'akinésie sur l'échographie chez un patient qui est symptomatique et qui a une occlusion chronique, probablement qu'on a assez d'arguments pour y aller. Alors, après, c'est toujours difficile parce que les symptômes chez les patients qui ont une occlusion chronique sont assez atypiques. Souvent, c'est de la dyspnée, c'est pas de l'angor. Certains ont des occlusions chroniques depuis des années, ils sont complètement adaptés, et donc ils font plus du tout, ils se limitent en fait avant l'apparition des symptômes, donc ils disent qu'ils sont asymptomatiques, mais en fait ils ne le sont pas. Et finalement, une fois qu'on a des occlusions coronaires, ils se rendent compte que l'univers du possible s'élargit.